et de plus en plus avec la crise actuelle, mais aussi pour ceux qui sont au travail, qui ont un emploi. Ils voient leur vie envahie par la contrainte de la rentabilité, la pression, y compris leur vie personnelle, et le tout sous le couperet d'une menace de perte de l'emploi, qui est la base même du fonctionnement du marché du travail capitaliste. Et cette situation, la perte de sens du travail pour ceux qui sont subordonnés à cette situation. Je ne développe pas longuement ce point, il est vécu par nos concitoyens depuis un bon moment maintenant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tentatives pour répondre à ça, pour essayer de trouver une solution à cette crise du marché du travail sans remettre en cause la domination du capital, sans remettre en cause le principe même du salariat. On a une multiplication de propositions. Du côté du patronat, c'est le capital emploi-formation. Tu es une marchandise, arrange-toi pour que ta marchandise soit un capital attrayant pour ceux qui voudront bien l'acheter. Et donc, travaille le maximum, endette-toi pour faire tes études, et soumets-toi à toutes les exigences du capital pour pouvoir être embauché. Donc ça, c'est la surexploitation, c'est l'ubérisation, c'est toutes ces choses-là. Mais il y a aussi alors ceux qui veulent adoucir la situation. On parle de flexi-sécurité, c'est-à-dire vous serez chômeur, mais bon, on vous aidera, on vous donnera des allocations et puis on vous aidera à vous former. Ça marche bien quand il y a un peu de chômeurs. Mais quand il y a beaucoup de chômeurs, ça ne marche plus. Et aujourd'hui, on en est là. Il y a l'idée du revenu universel. Alors bon, vous êtes chômeur, ben oui, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est le système, on ne touche pas au système, on vous donnera de l'argent. On ne sait pas où on le prendra, l'argent, puisqu'il y a moins de gens qui travaillent, donc il y a moins de richesses créées. Les salariés, on fait des promesses aux gens. Et puis évidemment, on s'aperçoit que ces promesses ne peuvent pas être tenues. C'est la même chose, le salaire à vie, c'est la même chose, mais on dit aux gens, vous êtes au chômage, mais en fait, vous ne le savez pas, mais vous êtes salarié quand même. Et donc, vous aurez un revenu quand même qui sera payé par ceux qui sont salariés. Donc, c'est pas très cohérent. Il y a ceux qui disent aussi, bon, on va résoudre le chômage, l'État va embaucher les chômeurs. Et comme ça, on ne touche pas au pouvoir du capital, on ne touche pas aux entreprises, on ne touche pas à l'utilisation de l'argent, des profits, des banques, des crédits, etc. Le Parti communiste français fait un autre choix. Nous disons que cette situation oblige à mettre en cause le salariat et donc le pouvoir du capital jusque là où il s'exerce, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les banques, dans les salles de marché. C'est le sens de la campagne pour l'emploi que nous avons lancée à cette rentrée, qui se déploie dans tous les départements et vise à rassembler toutes les forces qui sont aujourd'hui touchées par cette crise pour exiger que cette crise ne justifie aucun chômeur supplémentaire, aucune précarisation supplémentaire, et que l'objectif, la priorité, ça doit être de donner la sécurité à tous les êtres humains. Comme je crois l'a dit un jour Bernard Thibault, c'est peut-être une partie de ton intervention, mais la première insécurité, c'est l'insécurité sociale. Et c'est à ça que nous voulons mettre fin radicalement. Nous proposons de nous battre dès aujourd'hui pour obtenir des solutions aux gens qui sont confrontés à la crise, et avec comme objectif, comme fil conducteur, d'aller progressivement vers un système où il n'y aura plus de chômage, où la force de travail ne sera donc plus une marchandise. Nous appelons une sécurisation de l'emploi et de la formation, que je ne décris pas bien sûr ici, mais l'objectif c'est de faire qu'on puisse vivre toute sa vie, qu'on puisse jouir d'une nouvelle liberté, que chacun puisse décider tout au long de sa vie d'un parcours professionnel, alternant activité productive et formation pour préparer de futures activités productives. Je pense qu'il faut passer peut-être un tiers de sa vie en formation dans la société de l'avenir, mais sans jamais passer par la classe chômage. Organiser la société tout à fait autrement, et c'est d'une certaine façon l'arme absolue pour s'attaquer à la domination du capital, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire, il y a cet objectif fondamental, cette réponse à ce besoin fondamental de sécurité pour tous les êtres humains, et ce qui va avec, c'est la prise de pouvoir là où les décisions essentielles se prennent, c'est-à-dire là où est décidée l'utilisation de l'argent, des entreprises, des banques, et aussi l'argent public. C'est ça le sens un petit peu de la campagne que nous sommes en train de mener. Je fais le lien là entre ce que tu dis, Denis, et par rapport à une question posée par rapport au travail. Est-ce que, en quoi, en fait, quel est le rôle de l'économie sociale et solidaire par rapport aux politiques locales? Moi, je vais m'appuyer sur les besoins humains. J'ai envie de dire que
le voyait depuis un moment, mais on le voit encore plus, je pense, depuis la crise que nous avons traversée depuis quasiment un an maintenant, un besoin de commun, je vais le dire comme ça. Les gens sont quand même en recherche de retrouver ce qui fait sens dans leur travail, mais ce qui fait sens aussi dans leur citoyenneté. C'est-à-dire vivre ensemble, qui est un mot qui a été très usité, voire parfois galvaudé, faire ensemble et puis décider ensemble. Partant de là, je crois qu'il y a une place pour l'économie sociale et solidaire parce que c'est une forme d'entreprendre qui va permettre de lier ces trois aspects et d'être dans une construction du commun. Alors, on est d'accord, on ne va pas se leurrer, l'économie sociale et solidaire, elle est dans le capitalisme. Nous sommes d'accord sur ce postulat. Cependant, elle peut être un chemin ou un levier, on prendra l'expression qu'on préfère, de dépassement de ce capitalisme. Pourquoi? Justement parce qu'elle est en partie un moyen de réappropriation de l'outil de travail. Quand vous êtes dans une coopérative, vous êtes un salarié coopérant et donc votre outil de travail vous appartient en partie. Du coup, tout ce qui est sur la prise de pouvoir, les décisions et la façon dont je m'implique dans mon emploi et dans mon travail a un sens différent parce que j'en suis en partie délégataire et j'ai une possibilité de décision sur un principe en plus qui est celui d'un homme, une voix. C'est-à-dire que contrairement à de l'actionnariat, ce n'est pas en fonction du nombre de parts ou de l'argent que j'ai mis que j'ai plus ou moins de poids dans la prise de décision. Tout le monde décide à hauteur égale. Donc là, il peut y avoir déjà un lien sur se décider ensemble et se faire ensemble par ce principe démocratique. La deuxième chose, c'est que tu étais sur la co-construction. Je crois que l'économie sociale et solidaire, elle est parfois un peu en autarcie. Enfin, c'est un raccourci rapide que je fais là, mais les structures sont entre elles ou centrées sur elles, mais que si elles se rapprochent de ce qui fait leur spécificité, c'est-à-dire leur ancrage au territoire, eh bien, on peut être avec des structures qui vont se mêler des politiques publiques, se mêler du territoire et de ce qui s'y passe en termes de réponse aux besoins, et on revient à quels sont les besoins du territoire sur lequel j'existe, et du coup, pourquoi j'existe, quel est le sens de cette structure, que ce soit une association, une coopérative ou une autre structure, et donc, par ce levier, pouvoir contribuer à la définition des politiques locales. Et là, une fois encore, on peut retrouver des fondamentaux sur un besoin qui est de contribution et de participation à la vie citoyenne et par le travail. Denis, tout à l'heure, disait le travail, ce n'est pas juste le marché, c'est aussi un vecteur de socialisation. Eh bien, on peut retrouver ce principe là-dedans. Et puis, un dernier élément pour ce premier tour d'horizon, pas forcément lié à l'ESS, mais d'un point de vue plus global. Il y a des expérimentations en ce moment qui existent autour notamment d'un dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. Est-ce qu'on n'a pas à se pencher de façon plus approfondie sur ces expérimentations, parce qu'elles redonnent aussi la place à l'humain, à l'homme avec un grand H, dans le travail, mais dans la société, puisque dans ces expérimentations, on se base non seulement sur les besoins du territoire, mais aussi sur les compétences dont disposent les gens, et comment leurs compétences vont être mises au service du territoire et d'une activité qui va leur donner un travail, un emploi, donc un salaire aussi, évidemment, et leur permettre de vivre, mais qui va permettre en même temps de répondre aux besoins de la collectivité et donc de leurs concitoyens, de leurs concitoyennes. Et je reboucle encore sur cette fonction sociale, ce lien au commun, au faire ensemble, au vivre ensemble et au décider ensemble. Merci beaucoup. Par rapport justement à cette mutation du travail dont tu parles, par rapport au fait que le travail est un vecteur de socialisation, et justement la modification qu'on a faite du travail actuellement, on est de plus en plus dans une ubérisation du travail. Et Sophie, est-ce que de ta part, le travail qui semble éclater, est-ce qu'il part sur des transformations de plus en plus importantes?
Oui, bonsoir à toutes et à tous. On traverse une crise très grave et inédite dans son ampleur. Et forcément, comme toute période de crise, c'est une période d'accélération, de transformation qui était déjà engagée, et notamment de la transformation numérique. La transformation numérique, elle a plusieurs impacts. Le premier impact, c'est des nouvelles possibilités d'automatisation liées au développement sans précédent de l'intelligence artificielle. Donc, ça va être dans le secteur industriel, par exemple, on voit maintenant des usines sans ouvriers. Il y en a en Allemagne, notamment, le pays qui est dans les plus robotisés. Et puis, ça va être dans le secteur du tertiaire ou des services, une standardisation plus importante du travail, donc qui va être vidée de son sens. Et puis, derrière, une possibilité d'automatisation de ce travail. Donc, de nouvelles possibilités d'automatisation, des transformations profondes des modèles économiques qui sont là complètement accélérées par la crise sanitaire avec ce qu'on appelle la plateformisation de l'économie dans le secteur du tourisme, le secteur du commerce, le secteur des banques, enfin tout le secteur tertiaire où en fait une partie du travail salarié est transférée vers les usagers ou les clients qui gèrent directement leurs achats et organisent tout directement sur Internet avec, du coup, tu l'as dit dans ton introduction, l'émergence de vrais faux indépendants et un retour à ce qu'on appelle le tâcheronnage, c'est-à-dire la forme de travail au 19e siècle avant que le salariat n'émerge. Et c'est important de se souvenir que le salariat, bien sûr que dedans, il y a le lien de subordination qu'on combat, puisque nous, on se bat pour l'autonomie des salariés, la capacité des salariés à définir l'organisation de leur travail, à gagner la maîtrise de son contenu. Mais justement, le salariat, il a été construit derrière par les centaines d'années de lutte sociale, et c'est ça qui a débouché sur la sécurité sociale que nous avons en France, le socle de protection sociale, et c'est aujourd'hui ce que le capital veut tuer avec l'ubérisation de l'économie, tout simplement parce que les milliards qui sont dans le cadre de la protection sociale échappent à la spéculation et au capital. Et donc, c'est là tout leur enjeu avec ce qu'on appelle la plateformisation de l'économie. Et puis, la troisième transformation, c'est avec le développement sans précédent du télétravail. Le télétravail, ça n'est pas nouveau, hein, notamment nous, chez les cadres, ça fait plus de 20 ans qu'on le pratique, mais ça concernait une toute petite minorité de salariés, les cadres dans les grandes boîtes, seulement 1 ou 2 jours par semaine. Là, ça a pris une ampleur extrêmement importante. Après, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas tous les salariés qui sont concernés par le télétravail, loin de là. Ça reste une caractéristique vraiment propre aux cadres et aux professions intermédiaires. Le télétravail, il répond d'un côté à une aspiration des salariés parce que ça permet d'avoir plus d'autonomie dans son travail, plus d'autonomie dans l'organisation de son travail. Ça permet évidemment de gagner du temps sur les temps de trajet, d'avoir une articulation du temps plus facile, plus souple. Et ça permet aussi de fuir des lieux de travail avec des ambiances de travail extrêmement dégradées, et notamment le développement des open space qui est où on fait ce qu'on a fait au travail ouvrier, on fait la même chose sur le travail intellectuel avec une standardisation du travail intellectuel. Donc le télétravail, c'est à la fois une aspiration des salariés, mais de l'autre côté, c'est aussi une possibilité, et le patronat le voit très bien, c'est pour ça qu'il refuse aujourd'hui toute régulation du télétravail, une possibilité d'ubériser le salariat de l'intérieur. Comment? En transformant le télétravail en un sous-statut de travailleurs qui n'aurait pas les droits associés au salariat. C'est-à-dire que ça serait un travailleur qui serait soumis à une obligation de résultat et non plus à une obligation de moyens, qui devrait se payer lui-même son équipement de travail, qui n'aurait plus d'organisation de son temps de travail, etc. Donc ça, c'est sur la situation rapidement. Alors, dans ce contexte, moi, je crois qu'il y a 2 écueils. Le premier écueil, c'est la stratégie du capital, pour qui la transformation numérique, ça ne pose aucun souci, puisque le postulat de base du capitalisme, c'est la destruction créatrice. Et donc, eux, ils sont très tranquilles là-dedans. Oui, il va y avoir des millions d'emplois qui vont être détruits, mais derrière, il y en aura d'autres qui vont être créés, ça c'est sûr. La question, c'est que le nombre ne sera probablement pas équivalent, que ça ne sera pas dans les mêmes secteurs, que ça ne sera pas sur les mêmes qualifications. Mais ça ne dérange absolument pas le capital, puisque derrière, ça permet d'augmenter l'armée de réserve et d'augmenter le nombre de chômeurs et donc de tirer les salaires vers le bas. Donc ça, c'est évidemment le premier écueil qui serait de dire on laisse le capital faire et les transformations se faire sans aucune régulation, tout va bien se passer, n'ayez pas peur. Le deuxième écueil, et que je vois un peu monter dans le débat public, donc j'alerte, ça serait de tirer comme conclusion de ces nouvelles possibilités d'automatisation que le travail va disparaître.
et que on pourrait transformer notre modèle de protection sociale et de répartition des richesses par un revenu de base qui permettrait à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, étant donné qu'il n'y aurait plus besoin de travail dans la société. Je pense que le confinement a montré tout l'inverse. Avec le débat sur les activités essentielles, ça a permis de remettre sur le devant de la scène les besoins humain et de mettre sur le devant de la scène le besoin en termes de lien social, le besoin en termes de soins et de liens aux autres, et de se dire que peut-être une des premières leçons à tirer de la crise, c'est qu'il faut définitivement rompre avec l'idée selon laquelle une société qui progresse et qui va toujours mieux, c'est une société qui consomme toujours plus. Non, c'est pas vrai. Et changer de mode de définition des richesses pour sortir du PIB comme unique indicateur de richesse, où on sait que le PIB se nourrit de bulles spéculatives et qu'une croissance de la finance, ça permet d'augmenter le taux de croissance tout court. Et donc, ce qu'il faut, c'est remettre au centre la question des besoins humains. Nous, on pense qu'une des mesures de sortie de crise, et très bizarrement, il n'y a rien dans le plan de relance, c'est d'investir dans le secteur du soin et des liens. C'est un secteur qui est principalement occupé par des femmes qui sont sur des boulots précaires ou sur du travail informel. C'est un secteur qui, si on investit dedans, ça permet d'émanciper les femmes des tâches domestiques, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, qui s'occupe des enfants quand il n'y a plus d'école, qui s'occupe des personnes âgées quand les services publics sont fermés, c'est les femmes. Et c'est un secteur qui permet à la société de progresser en bien-être. Donc, investir dans le secteur des soins et des liens, dans la prise en charge de la petite enfance. Je rappelle qu'il y a 60% des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas de prise en charge institutionnelle et qui sont sur les bras de leur mère, leur grand-mère, etc. Investir aussi sur la prise en charge des personnes dépendantes et des personnes âgées dépendantes, et sortir ces secteurs du secteur lucratif et spéculatif. Le capital a bien identifié que c'était un secteur d'avenir. Il parle d'ailleurs de silver economy et multiplie les leviers d'investissement et de spéculation là-dessus. Donc, il faut le sortir du champ spéculatif et puis renouer avec un travail réellement humain. C'est donc le centrer sur les enjeux de liens sociaux et les besoins de la société. Et puis, c'est aussi rediscuter de comment est-ce qu'on sort le consommateur et le salarié de la contradiction dans laquelle il est enfermé. Je m'explique. Aujourd'hui, on fait des choix, on est enfermé dans des contradictions et dans des choix diamétralement opposés quand on est consommateur ou quand on est salarié. Comme consommateur, on a intérêt à avoir des produits moins chers, et comme salarié, c'est la pression des consommateurs sur les produits moins chers qui conduit aux délocalisations, aux destructions d'emplois, aux baisses de salaire, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut sortir du consommer toujours plus, mais permettre d'avoir de plus hauts salaires pour consommer en qualité, relocaliser la production, avoir une production plus durable pour sortir de ce consommer toujours plus qui serait gage de progrès. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est la question des communs. Donc, je disais, il faut sortir le secteur du soin et du lien, refuser de laisser à la spéculation le soin de nos proches. Et puis, la révolution numérique, elle appelle aussi à reposer la question des communs. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu aux informations les poursuites très intéressantes qui sont engagées aux États-Unis contre Amazon et Facebook au nom de la loi antitrust. Pourquoi ? Parce qu'un des problèmes de cette révolution numérique, c'est que structurellement, elle pousse à la concentration, parce que c'est le plus gros qui a le plus de données, qui derrière peut le plus grossir, et c'est une progression exponentielle. Et donc, ça ne va pas, c'est totalement contradictoire avec ce qu'on nous vend avec le capitalisme sur la libre concurrence. De fait, c'est tout l'inverse. Donc, il faut reposer la question des communs à partir des enjeux de cette révolution numérique. Je m'arrête là. Merci d'avoir mentionné cette dimension internationale sur laquelle on peut permettre à Bernard de rebondir également. Est-ce qu'il y a des différentes tendances qui se créent mondialement? Est-ce qu'on converge vers la même tendance au télétravail? Alors, c'est vrai que dans cette réflexion sur les besoins humains opposés à la domination du capital, il faut intégrer à la réflexion la dimension internationale de la problématique. Et d'ailleurs, que l'on parle situation sociale, que l'on parle économie,
Que l'on parle travail dans son entreprise, même lorsqu'on est dans une petite entreprise, on voit combien, de plus en plus systématiquement, on est confronté à la dimension internationale d'une situation de tendance. Et je ne parle pas de la situation sanitaire, où on voit qu'on a une interaction entre continents. Sur le plan social et sur le plan économique, c'est assez comparable. On a des économies de plus en plus imbriquées et on dépend de plus en plus de ce qui peut se passer de bien ou de mal ailleurs, dans un autre pays ou sur un autre continent. Alors, je réagis à ce que disait Denis, notamment au début de son propos, lorsqu'il mettait en évidence, ce qui est une réalité, que le travail est considéré aujourd'hui comme une marchandise et que le travailleur doit créer les conditions pour se vendre au mieux, si tant est qu'il y ait de l'offre pour l'acheter, entre guillemets. Moi, je voulais rappeler que c'est en 1944 qu'à l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire là où siègent les États, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, dans une délibération internationale, avait été retenue l'idée, le concept selon lequel le travail n'est pas une marchandise. Alors on va dire c'est 1944, mais pourquoi justement, dans cette période de Deuxième Guerre mondiale, on reconnaît, on met en avant qu'on ne peut pas traiter du travail comme étant un objet marchand comme les autres, avec tout ce que Denis tentait d'évoquer quant à la fois à la finalité du travail, je vais y revenir parce que c'est une dimension qui est aujourd'hui incontournable, je crois, mais aussi au regard de la socialisation que représente le travail, à la vie en collectif, à l'acquisition de nouveaux savoirs, tout un tas de facteurs positifs. C'est aussi en 1944, je le rappelle, que cette déclaration de Philadelphie précisait « Il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières ». Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine une déclaration internationale des États disant il faut consacrer la primauté des aspects économiques et sociaux sur les considérations économiques et financières? Alors, ça s'entend, on voit la fin de la Deuxième Guerre mondiale arriver à proximité, on pense à la reconstruction. Donc, on dit c'est d'abord les besoins humains qui doivent être mis en priorité. Ils n'ont pas dit à l'époque quoi qu'il en coûte, mais c'était peut-être un peu la formule sous-jacente. Or, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis quelques décennies quand même, on a plutôt une approche systématiquement inverse. C'est-à-dire qu'on veut faire dépendre la satisfaction, la réponse aux besoins humains en fonction des dites possibilités sur le plan économique ou financier. Dès qu'il y a une revendication, une aspiration à mieux travailler ou à avoir une reconnaissance salariale meilleure, immédiatement, on met en avant des comptes de l'entreprise qui ne sont pas positifs ou la compétitivité internationale entre travailleurs. Et de ce point de vue-là, je voudrais simplement vous donner quelques chiffres qui ne sont pas très connus. Ceux qui m'entendent régulièrement dans des interventions savent que je les répète, mais je pense que dans un pays comme la France, ça nécessite d'être davantage connu. Aujourd'hui, on mesure que 6 travailleurs sur 10 dans le monde travaillent dans l'économie informelle, l'économie qui n'est pas déclarée. La majorité du commerce mondial aujourd'hui est assis sur le travail informel, donc qui ne donne pas lieu à cotisation sociale, qui ne donne pas lieu à prélèvement d'impôts. Une des conséquences sociales, naturellement, très souvent, quand on est dans l'économie informelle, on n'a pas de système de protection sociale. 74% de la population aujourd'hui n'a pas de véritable système de protection sociale. Et 40% des travailleurs n'ont rien en matière d'assurance maladie. Vous imaginez, dans la situation de crise sanitaire actuelle, le nombre de travailleurs qui n'a pas d'autre choix que de chercher à travailler, quelles que soient les conditions, au motif que même malade, même atteint du Covid, par exemple, s'il s'absente, il n'a plus de ressources. Donc, il n'y a pas de choix. Il faut chercher à travailler. Et donc, l'économie informelle domine aujourd'hui. Au point que, si on réfléchit France, mais même théâtre européen, on fait partie de la minorité mondiale à avoir des règles relatives au travail qui encadrent le travail salarié. On apparaît aujourd'hui comme une exception et on comprend ce que Sophie évoquait à juste titre, combien la pression via de multiples leviers, ça peut être les nouvelles technologies, mais ça peut être d'autres facteurs,
qui vise à remettre en cause un socle de droits laborieusement acquis, notamment par des luttes syndicales et des luttes politiques. Et donc, je voulais évoquer à la fois la nécessité de corriger cette tendance à nier des besoins sociaux. La protection sociale, par exemple, en milieu de travail, ça a été une des premières aspirations, l'assurance maladie, qu'un travailleur puisse conserver des revenus même s'il est malade. Dans la législation française, ça apparaît aujourd'hui tout à fait banal, mais comme je l'indiquais, pour la grande majorité des travailleurs dans le monde, ça n'est pas une réalité. Et l'autre dimension, lorsqu'on s'interroge sur l'antagonisme entre les besoins humains et cette domination du capital, je crois que la question de la finalité du travail est de plus en plus posée et incontournable. Finalité du travail parce que chacun peut constater qu'on ne peut pas continuer à produire la manière dont on produit aujourd'hui, à produire les mêmes produits systématiquement que ce qu'on produit aujourd'hui, et qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais ne serait-ce qu'au regard du défi environnemental, il faut changer beaucoup de choses. Il faut imaginer beaucoup d'évolutions dans les processus, ce qui pose la question des finalités. Et naturellement, une des vertus, entre guillemets, du capitalisme, c'est d'interdire aux travailleurs d'intervenir sur la finalité de son travail. On lui demande d'abord et avant tout d'être un exécutant, même s'agissant de postes dits de haut niveau. On est de plus en plus sur des postes d'exécutants, d'orientation, de consignes sur la base d'objectifs qui sont d'abord des objectifs de rentabilité financière. Et donc, cette nécessité de repenser la finalité du travail peut être un levier, de mon point de vue, pour remettre en cause aussi la logique de financiarisation de l'économie et cette logique capitaliste qui rayonne sur la quasi-totalité des pays dans le monde. Enfin, sur les outils qui structurent aussi cette domination, je crois qu'il y a une donnée qui est aussi incontournable, c'est le poids des multinationales dans l'économie mondiale et sur la manière dont on travaille. On recense aujourd'hui à l'Organisation internationale du travail à peu près 80 000 multinationales. Elles ont en emploi direct à peu près 250 millions de travailleurs. Ce n'est pas énorme, mais ces 80 000 multinationales décident du sort d'un emploi sur 5 aujourd'hui sur la planète. Autrement dit, vous prenez un travailleur sur 5, même s'il travaille dans une toute petite entreprise. Dans un cas sur 5, son emploi dépend de la stratégie d'une multinationale dont le siège est peut-être à l'autre bout du monde, dans un paradis fiscal ou que sais-je, une boîte aux lettres dans un pays sur la géographie européenne. Donc, cette question aussi des multinationales qui pose un défi, y compris à la représentation démocratique et au pouvoir démocratique que choisissent les peuples, puisque le poids financier de certaines des multinationales est aujourd'hui bien supérieur au budget de certains États. On est donc dans un rapport de force économique qui fait qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins les États qui dictent aux entreprises la marche à suivre et la conduite à avoir, notamment sur le plan social ou économique, et de plus en plus des multinationales qui, au contraire, disent aux États ce qu'il convient de faire, là où il faut le faire, comment il faut le faire, pour répondre à leur seule stratégie et à leur seul bénéfice. Donc, finalité du travail, conditions dans lesquelles les travailleurs sont reconnus, voire sur les principes fondamentaux pour ce qu'on appelle à l'échelle internationale le travail décent, ça me semble être des aspirations sur lesquelles nous avons tous intérêt à travailler pour essayer d'élaborer des alternatives nécessaires. Merci. Donc, une question que je vous pose à toutes et à tous, c'est l'idée que, en fait, comme vous le dites, le travail, c'est un vecteur de socialisation, qu'effectivement, quand on n'a plus cette socialisation, on n'a plus de sens au travail. Et quelles solutions, en fait, justement, on pourrait apporter pour retrouver ce sens-là, puisque après la période de confinement, voilà, ça fait quand même plus de 6 mois qu'on est dans une transformation de ces rapports humains. On n'est plus, par rapport au télétravail, habitué à être même en désaccord avec d'autres personnes, puisqu'on coupe la possibilité du désaccord en n'étant plus en contact les uns avec les autres. Et je voudrais vous poser cette question qui est comment on peut retrouver le sens à tout ça, en fait?
que vous auriez des perspectives, Oui, Sophie. Oui, moi je pense que c'est un des points de dynamique intéressants de la situation qu'on vit, c'est qu'avec le débat sur les activités essentielles, ça a permis de mettre sur le devant de la scène la question du sens du travail et l'aspiration à vivre et travailler autrement qui monte de plus en plus. Avec du fait des activités essentielles, ça a permis d'interroger aussi l'utilité de certains métiers qui parfois, par exemple, pour des métiers dans la finance, peuvent être payés très cher, mais qui ne servent pas grand-chose à la société. Et donc, l'utilité des métiers, c'est pas seulement la question et le sens du travail, c'est pas seulement la question du lien social. Oui, c'est important, mais pas que. C'est justement la question de la finalité du travail et de la maîtrise de la finalité du travail. Et pourquoi est-ce qu'on est dans les difficultés qu'on traverse aujourd'hui? Parce qu'on arrive au bout du processus de financiarisation, en fait. Il y a eu d'abord un processus de financiarisation des entreprises qui maintenant est un processus de financiarisation du travail, qui fait que nous, à l'UGICT, à la CGT des cadres et professions intermédiaires, on parle de Wall Street Management, le management par les coûts, où l'objectif, tout le travail, en fait, est soumis à la gouvernance des nombres, à des objectifs chiffrés qui sont alignés sur l'intérêt des actionnaires et la nécessité de dégager du dividende pour les actionnaires. Et on vide comme ça le travail de son sens. Et donc, comment on fait ? Il faut repensé, on a toute une série de propositions pour repenser la gouvernance des entreprises et la direction des entreprises, parce qu'il ne faut pas laisser les entreprises aux actionnaires, les entreprises c'est nous, de façon à ce qu'on puisse peser sur les orientations stratégiques et sur la finalité de notre travail et en reprendre la maîtrise et le contrôle. Une réflexion qui est voisine de celle de Sophie à l'instant. Moi, il me semble, c'est une impression, et d'aucuns me contrediront peut-être, mais il me semble que les plus jeunes générations sont plus sensibles que ne l'étaient les précédentes sur cette question de la finalité du travail. Aussi parce qu'ils sont sensibles à des défis pour lesquels les générations précédentes étaient beaucoup moins sensibilisées. L'avenir de la planète, par exemple, sur laquelle nous vivons tous, a priori, j'ai l'impression que les plus jeunes générations sont plus à l'écoute à la fois de tous ces débats, de ces défis, voire même prêts à se mobiliser pour faire changer un certain nombre de choses en vue d'aménager autrement le territoire sur lequel ils sont censés passer leur vie. Donc, ce lien entre ces défis et le contenu du travail, la finalité du travail, ce qu'on fait faire à des salariés, me semble être une aspiration qui peut les amener plus que d'autres générations à interroger. Et je constate, par exemple, dans mon entourage, des jeunes n'hésitant pas, s'ils constatent qu'on leur fait faire un travail qui est contraire, je dirais, à leurs aspirations, ou s'ils ont le sentiment même que c'est un travail destructeur par rapport à leurs propres aspirations, ils auront tendance à chercher un autre travail ailleurs. Alors, étant entendu, bien évidemment, que c'est plus facile à énoncer qu'à réaliser, notamment dans une période de fort taux de chômage, de précarité, et nous savons que tout le monde ne peut pas comme ça changer d'emploi, qu'il y a de nombreux travailleurs qui exercent le travail qui leur est accessible, même s'ils aimeraient faire autre chose autrement ou dans un autre environnement de travail parce qu'il est trop stressant. Mais moi, je pense que dans les lignes d'optimisme, je dirais, les jeunes générations me semblent plus disposées à intervenir sur cette question fondamentale de la finalité du travail et contraindre donc les entreprises non seulement à rendre des comptes sur ce qu'on fait faire, mais peut-être à changer leur logique de production, de commerce, d'échange. Et effectivement, on voit bien que, par exemple, le cas des étudiants qui sont des grands oubliés de cette crise, qui reprennent pas, qui ou soit sont contraints de faire leur stage dans des conditions encore plus précarisantes, encore plus contrôlées, encore plus surveillées, ou même qui perdent un sens déjà à leurs études qu'ils sont en train de faire.
je vais me permettre de compléter le propos de Bernard, parce que du coup, les 16-25, c'est mon quotidien. Et effectivement, je les retrouve tout à fait dans ce que Bernard énonçait. On a des jeunes qui, de plus en plus, sont dans effectivement quel est le sens et la finalité de ce que je fais, avec une préoccupation forte effectivement sur les conséquences et les questions environnementales et l'impact de leur activité quotidienne sur ce sujet. Et comme dans notre propos, il y avait aussi la question transformation du travail et formation, il y a une préoccupation et une tension très forte sur les questions d'orientation. Parce qu'avant d'avoir un emploi, il faut avoir été formé. Et pour avoir été formé, il faut s'être orienté. Alors, on sait que la vie actuelle, c'est une carrière qui sera faite sûrement de plusieurs métiers et de changements d'emploi, qui peuvent rester d'ailleurs dans le même travail global, mais enfin, au moins de plusieurs postes. Et quand on écoute parler ces jeunes, on s'aperçoit qu'il y a une vraie crispation autour de cette question de l'orientation. Et peut-être que ça veut dire qu'en tant que parti, en tant que syndicat, on a déjà aussi à réfléchir à cette question très en amont du coup du travail. Enfin, pas du coup avec un T, du coup, parce que je fais attention des fois à ce qu'on peut interpréter dans nos propos. Quelle orientation de ces jeunes qui, pour malheureusement la plupart d'entre eux, est subie. Elle est subie parfois par méconnaissance, parce que quelle opportunité on leur offre de découvrir les métiers, les champs d'action auxquels ils pourraient s'adonner. Et puis parfois, elle est subie par stigmatisation. C'est-à-dire que des jeunes sont orientés dans des filières au prétexte de leurs conditions socio-économiques ou de leur lieu de résidence, qui ne correspondent pas du tout à leurs aspirations, avec en plus des phénomènes où on est toujours dans cet archaïsme, et je le dis volontairement assis de façon un peu forte, de la suprématie des filières d'enseignement général et universitaire par rapport à la formation professionnelle, alors qu'on a évoqué plusieurs fois ici la question des travaux, des métiers essentiels. On a quand même vachement besoin d'un boulanger, hein, qui sache faire du pain et qui le fasse bien et près de chez nous. C'est quand même, ça me paraît une fonction essentielle. Or, généralement, les jeunes sont orientés dans des filières professionnelles plutôt par dépit, alors qu'ils ne l'ont pas choisi. Donc, je crois qu'il y a aussi à repenser ça, voire à réadapter en elles-mêmes les filières de formation. Je ne suis pas sûre que l'ensemble des filières de formation que l'on propose, surtout sur la formation initiale de nos jours, en France du moins, je ne ferai pas une lecture au-delà parce que je ne maîtrise pas sur d'autres pays, correspondent aux métiers d'aujourd'hui déjà, mais surtout de demain. Combien de places dans les filières de formation numérique? Nous, on essaye en ce moment de monter une formation d'animateur numérique. L'idée, ce serait d'avoir des gens qui animent les tiers-lieux et les Fab Labs. Partout dans les appels à projets, on nous dit qu'il faut faire de l'innovation sociale. Et quand on arrive avec cette formation, ah bah oui, mais elle n'est pas référencée nulle part. Bah non, en fait, elle n'est pas référencée nulle part parce qu'on vient de la créer, en fait. Donc, il faut peut-être à un moment la lancer, former des gens, voir que c'est utile d'avoir des animateurs de tiers-lieux, de Fab Labs, qui aussi aident d'autres populations dans le cadre de la lutte contre l'électronisme. Et puis après, on va la référencer. Mais si à un moment, on n'amorce pas la pompe, on va avoir des soucis. Et là, dans ce genre de débouchés, les jeunes vont trouver un sens parce qu'il y a une vraie utilité à être dans son Fab Lab ou dans son tiers-lieu, à accueillir les gens. Enfin, voilà, en plus, on en revient à ça crée aussi du lien. Ce qu'on appelle en anglicisme le do it yourself. Voilà, aller faire sa brosse à dents au Fab Lab et apprendre à son voisin à la faire, ça peut aussi être sympathique. Maintenant, ça veut dire aussi toute cette économie verte et cette économie du numérique et donc ces métiers qui vont arriver. Comment on fait pour les gens qui sont déjà dans de l'emploi et de l'emploi qui n'est pas encore sur ces filières? Parce que si je fabrique ma brosse à dents au Fab Lab, qu'est-ce qu'on fait du salarié de l'usine de brosse à dents? Comment on prépare les reconversions? Et du coup, quelles questions on pose sur la formation continue? Ah oui, c'est. Enfin, si je peux dire un mot, là, on est vraiment au cœur des problèmes. Alors, cette aspiration, je suis d'accord avec Bernard, je crois qu'effectivement, dans les jeunes générations, il y a une aspiration plus forte à maîtriser le but et le sens de son travail dans les générations précédentes. D'une certaine façon, dans une crise, il y a toujours le côté négatif, le mort, la vieille civilisation qui essaye de
d'empêcher la nouvelle d'émerger. Et puis, il y a des éléments nouveaux qui essayent d'émerger et qui aujourd'hui sont bloqués essentiellement par la domination du capital. Mais il y a ça, y compris dans la séduction qui a pu représenter des formes d'ubérisation pour certaines populations jeunes. Il y avait aussi cette idée, cette espèce d'espoir d'échapper aux liens de subordination liés au salariat capitaliste. Et donc, et en effet, un des éléments de cette émancipation, c'est l'utilisation des gains de productivité qui sont réalisés aujourd'hui pour consacrer énormément de temps à la formation et une autre conception de la formation que ce qu'on fait aujourd'hui. Absolument pas utilitaire pour former les bonnes marchandises dont le capital a besoin, mais comme un élément pour chaque individu de développer ses propres capacités tout au long de son existence, en alternance entre les périodes de formation et les périodes de travail, puisque pour apprendre un métier, il ne faut pas 3 jours de stage, il faut des mois, quel que soit le métier. Donc c'est une toute autre civilisation qui peut se dessiner si on veut vraiment répondre à ces aspirations, et donc une toute autre conception de la formation. Mais c'est là qu'on se heurte à la domination du capital, parce que si on veut rechercher l'accumulation du profit avec le taux de profit maximum, alors il faut faire baisser le coût du travail. Donc, évidemment, baisser les salaires, précariser l'emploi et baisser les dépenses de formation. On a absolument, et donc ça veut dire, comme le disait Bernard, qu'il y a dans cette aspiration, elle peut déboucher si les conditions politiques sont créées, si les batailles sont menées, sur la revendication d'une prise de pouvoir sur les choix de gestion de l'entreprise, sur l'utilisation de l'argent. Et je termine juste sur une remarque, parce que c'est très suggestif ce que dit Bernard. 80 000 multinationales, donc quelques centaines de milliers de dirigeants, 40 000 traders dans les salles de marché, quelques centaines de milliers de gens qui décident des choses essentielles. Qui on va embaucher, qui on va former, qui on va licencier. C'est quelques centaines de milliers de gens qui décident pour 7 milliards d'habitants sur la planète. C'est le contraire absolu de la démocratie, alors que s'exprime au contraire une aspiration à du pouvoir, à de la liberté, jusque dans cette sphère qui était interdite à la démocratie jusqu'à présent, qui est la sphère de l'économie, de l'entreprise. Jusqu'à cette aspiration à l'autogestion dont je prédis qu'elle va connaître une expansion nouvelle dans les années et les décennies qui viennent. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat.